Merci. Merci. Alors, je te remercie tout d'abord, Cherif, pour cet éclairage croisé, mais aussi cet éclairage historique très intéressant pour comprendre les relations problématiques entre islam politique, la gauche, et en rapport avec la démocratie. Moi, je commencerai... Bon, je vais parler aussi moins longtemps, puisque mon rôle est essentiellement de taquiner peut-être. Hein? Oui, voilà. Moi, je vais commencer à partir de 2011. Voilà. Bon, 2011 qui, pour moi, représente un moment crucial. Parce que, justement, à ce niveau-là, rapport islam politique avec la démocratie, parce que 2011 est justement placé, à mon avis, sous le signe du paradoxe. Le paradoxe, c'est consiste au fait que les mouvements sociaux, les mouvements politiques qui ont conduit en automne 2010, janvier 2011 aux chutes du régime, avaient des revendications de nature sociale, politique, démocratique. C'est finalement le soulèvement d'un peuple de citoyens. Avec des revendications de citoyens. Mais alors, le couronnement de ce soulèvement tel que cristallisé dans les élections de 2011 a donné raison au mouvement de l'islam politique, à Narda essentiellement, qui finalement est là au nom de peuples de croyants. Donc finalement, c'est ça, à mon avis, le véritable paradoxe, et du coup relance le débat sur le rapport islam politique, la gauche. Bon, la gauche, paradoxalement, sort peut-être, c'est affaibli, c'est le grand perdant de cette expérience de 2011. La gauche a essayé de se rattraper en s'alliant en 2014. Mais également, c'est une réussite relative, mais qui est en train de s'effriter. On a l'impression que... Voilà. Et puis, pourquoi aussi cette période, vraiment, à mon avis, est très intéressante, de 2011 jusqu'à nos jours, parce que aussi, la confrontation entre les deux projets sociétaux... la gauche, ce qu'elle porte comme projet d'équité, de liberté, de défense de droits. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Cherif, quand tu dis que la gauche a également besoin de faire son autocritique en termes de rapport avec les droits humains, parce que je pense que si c'était le cas, ça aurait pu être le cas pour la gauche des années 60-70. Mais je pense qu'au niveau de la gauche, il y a eu une certaine révolution culturelle à ce niveau-là depuis quelques décennies. Donc il y a quand même une rupture avec cette lecture à la carte des droits humains. Ça a existé dans l'histoire de la gauche, mais je pense que c'est du passé. Maintenant, alors pourquoi je dis ça? Parce que quand les deux projets de société se sont confrontés essentiellement lors de l'élaboration de la Constitution, quel type de régime politique, quelle garantie des droits humains, la gauche s'est placée, la gauche représentée au sein de l'ANC s'est placée le porte-drapeau de la société civile démocratique ou les associations de défense des droits humains. Donc finalement, ils ont épousé la même vision, les mêmes revendications, et il y a eu quand même cette synergie très intéressante à l'intérieur de l'ANC, à l'extérieur de l'ANC, pour défendre les mêmes valeurs. Et dans cette confrontation qui a eu lieu donc essentiellement à l'occasion du travail de l'ANC, les lignes de démarcation étaient claires.
entre les deux projets et les défenseurs des deux projets. Et du coup, donc, bien sûr, une confrontation qui a été résolue d'une façon consensuelle. Bon, c'est le dialogue national, consensuel, mais on a compris que c'est fragile. Comme tout consensus, comme tout compromis, les compromis sont boiteux, les compromis sont très fragiles et donc réversibles. Et on est là, bon, on suit donc cette fragilité-là. Et du coup, ça me laisse perplexe. Donc cette configuration me laisse perplexe parce qu'il y a beaucoup de postulats. C'est un processus en cours, c'est des dynamiques. Et du coup, je ne peux avancer que des postulats sur l'avenir de l'islam politique. Bon, je dirais tout d'abord que ce contexte d'ouverture qu'a créé la révolution a permis l'accès justement de Nahda, des islamistes, à une action politique légale, à devenir donc agir dans la légalité, être reconnu en tant que parti, reconnu en tant que aussi acteurs politiques et du coup ça a amené à un plus de pragmatisme. De leur côté, il y a eu donc plus de pragmatisme, ils ont fait des concessions, ils sont dans une logique de consensus je dirais que cela pourrait impliquer également une sorte de révolution culturelle et politique en leur sein, au sein de ces mouvements qui sont appelés par cette nouvelle phase à devenir moins idéologiques, moins radicaux, à rompre avec même leur littérature, également leur implication dans le jeu, le jeu électoral, le jeu démocratique, pourrait également fermenter les oppositions au sein du parti Nahda essentiellement. Et cette pluralité de courants pourrait alimenter les antagonismes intergénérationnels, et aussi antagonisme entre les colombes et les faucons, entre leur base et la direction, donc et cela pourrait affecter négativement donc la cohésion de ce mouvement qui incarne en tout cas l'islam politique en Tunisie. Bon, c'est des pistes qui pourraient être sondées, mais en rapport avec la démocratie. Alors là, je suis moins sûre d'une conversion à court terme ou même à moyen terme de l'islam politique à la démocratie. Parce que, l'authenticité de l'attachement du mouvement Nahda ou de l'islam politique en général, quand même laisse vraiment très perplexe. Parce qu'il y a eu on sait qu'il y a eu des épisodes qui attestent de l'instrumentalisation de la démocratie. La démocratie conçue comme étant une technique qu'on utilise par tactique pour rester, comme d'ailleurs l'alliance avec les partis de gauche, voilà, les partis démocrates de gauche, comme ça a été le cas de la Troïka. Donc c'est une instrumentalisation. Bon, j'ai peur donc justement que cette instrumentalisation réhabilite l'islam politique comme acteur donc politique majeur, sans pour autant que cet acteur accepte par conviction et d'une façon authentique les véritables jeux démocratiques. Donc que ça soit une tactique et pas vraiment une conviction philosophique et une véritable conversion. Donc c'est là le souci majeur. Et on en a eu l'occasion d'en discuter.
voilà, donc les ruptures, certes, il y a des ruptures à faire, mais je pense que c'est du côté de l'islam politique, il y a une exigence, l'exigence est plus pressante compte tenu de l'histoire vraiment proche, c'est-à-dire cette histoire des 5 dernières années. Merci. Merci Jimène pour ces observations qui, à défaut d'être taquine, étaient un peu plus inquiètes, je crois, que Cherif. Ça nous permettra tout à l'heure de lancer le débat. Parmi les choses auxquelles on tient là, dans ce cycle de conférences, c'est aussi qu'il y ait débat avec la salle. Donc je vais vous proposer un petit quart d'heure, on va dire. Merci patron. C'est le président de l'association HS, c'est pour ça que je dis ça.